Sinatou Pedro Sacombi. Voilà, donc je suis auteure, essayiste. Je suis également la fondatrice de la structure Reine et Héroïne d'Afrique. Et j'anime une chronique à la radio, Radio Panique plus précisément, donc toujours sur ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Reine Héroïne d'Afrique a permis d'ouvrir beaucoup de portes, dont la porte de l'écriture. J'ai toujours eu une âme d'écrivaine, hein, ça c'est certain, mais c'est Reine Héroïne d'Afrique qui m'a vraiment poussée à écrire mon premier ouvrage, qui n'est pas dans la thématique des reines d'Afrique, mais dans la thématique de la monarchie, si on peut dire, puisque je me suis interrogée sur l'origine de certaines reines de l'histoire, sur leur lignée familiale, parce qu'apparemment ces reines-là avaient dans leur lignée des origines négro-africaines. Et par rapport à cela, je me suis aussi interrogée sur la problématique de la falsification historique. On peut dire en tout cas que les choses se rejoignent de toute façon, puisque même dans les recherches qu'on effectue dans le cadre de Reine Héroïne d'Afrique, la problématique de la falsification, de la véracité de l'histoire reste encore d'actualité. Je me suis plus intéressée, en tout cas ces 6 dernières années, à la condition de la femme africaine. Lorsqu'on analyse un peu la situation aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une évolution par rapport à la femme occidentale. On se dit qu'elle a beaucoup plus de droits, qu'elle a beaucoup plus de facilités, etc. Mais à vrai dire, moi, c'est vraiment la question de la place de la femme africaine dans les sociétés actuelles qui m'intéresse depuis plusieurs années. Mon image sur la femme africaine d'aujourd'hui est mitigée, et je ne pense pas que je puisse dire qu'il y a une femme africaine. Il y a plusieurs femmes africaines. Il y a la femme africaine qui évolue en Afrique, il y a celle qui évolue dans la diaspora, et parmi celles qui évoluent en Afrique, il y a plusieurs catégories aussi, et parmi celles qui évoluent dans la diaspora également. Mais si je peux parler d'un phénomène, en tout cas qui entoure la femme africaine, c'est la quête identitaire. Je pense que la femme africaine est vraiment confrontée à cette problématique-là, de plus en plus, puisqu'on nous offre aujourd'hui, même à travers les médias, l'image d'une femme africaine qui est, on va dire, intégrée, qui a peut-être réussi quelque part à s'intégrer dans une société qui n'était pas la sienne, et on lui offre un trophée par rapport à ça. Or, ce n'est pas cela, c'est pas comme ça que les choses devraient être. Donc je pense que la femme africaine aujourd'hui ne pourrait être épanouie que vraiment si sa quête identitaire la renvoie vers ses origines. C'est un retour aux sources que la femme africaine devrait faire aujourd'hui pour se sentir bien dans sa peau. Il fallait s'y attendre, il fallait s'attendre à ce que ce genre de mouvement puisse voir le jour. Comme je l'ai dit, l'image de la femme africaine n'a pas été celle qu'elle devrait être, hein, depuis plusieurs années déjà. Et en réaction à cela, je pense qu'il a été normal qu'un groupe de femmes africaines ou afrodescendantes se mettent ensemble pour revendiquer certaines choses. Mais ce que je trouve un peu incohérent, en tout cas dans cette démarche-là, c'est que ces revendications concernent une société occidentalisée. Donc ces revendications répondent quelque part aussi à des exigences ou bien à des choses qui ne concernent pas vraiment la femme africaine d'Afrique. Donc il y a aussi plusieurs choses, en tout cas dans ces mouvements afro-féministes qu'il est intéressant d'analyser pour vraiment se poser la question de savoir est-ce que l'afroféminisme c'est quelque chose qui peut répondre de manière favorable à la femme africaine. Et déjà même dans le terme, je trouve qu'il y a incohérence, parce qu'on reprend le terme, le préfixe afro, et ensuite féminisme, alors que le féminisme n'est pas un concept africain. On pourrait nous dire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas un concept africain, puisque dans les anciennes sociétés ancestrales africaines, la femme n'avait pas à se battre
pour prouver qu'elle avait, voilà, pour sa place dans la société. Je sais que certaines afro-féministes aujourd'hui mettent le doigt sur le phénomène du gynocentrisme, c'est-à-dire comment dire, l'autorité ou le pouvoir accordé à la femme à un certain moment en Afrique. Mais ça, c'était dû à un problème lié à l'exode rural, où il y avait de moins en moins de travail pour les hommes, etc. Donc la femme devait prendre en main vraiment la famille. Et je sais que certaines féministes africaines trouvent dans ce phénomène-là des réponses pour dire voilà, le féminisme a existé en Afrique. Or, le gynocentrisme qu'on peut mettre, enfin, qui est un concept également occidental, n'est pas du tout une idéologie qu'on pourrait utiliser pour expliquer ce phénomène-là en Afrique il y a longtemps. Oui, je peux dire que je me considère comme une activiste dès lors que je pose des actes, en tout cas des actes pour permettre à ma communauté d'ouvrir les yeux sur certaines réalités. Et je pense qu'est activiste toute personne, en tout cas, qui est dans cette démarche-là, qui a acquis un certain niveau de conscience et qui voudrait faire bouger les choses. Mon idéologie à moi, déjà, je prône le panafricanisme. Donc, je trouve en tout cas déplorable que l'Afrique ait été divisée, que l'Afrique ait été partagée comme un gâteau et qu'aujourd'hui encore nous subissons les conséquences de la conférence de Berlin. On arrive encore à entendre des choses absolument aberrantes aujourd'hui comme voilà, tu n'es pas de tel pays, tu n'es pas de telle origine, tu peux pas t'assembler à nous, etc. Or, je pense que l'Afrique aujourd'hui ne peut, voilà, le sectarisme, et je pense que l'Afrique aujourd'hui ne peut s'en sortir qu'en étant unie, en faisant fi justement de toutes ces frontières qui ont été créées en fait, et justement qui étaient aussi censées quelque part nous diviser. Ce qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est vraiment ce que moi j'ai peut-être créé un nouveau concept, je ne sais pas, ce que j'ai appelé le négrocide historique. Donc c'est le fait de renier l'apport, l'influence ou bien la participation de l'homme noir dans l'histoire. Donc je me suis rendu compte que dans cette histoire européenne qu'on nous enseigne aujourd'hui et qui fait partie de l'historiographie classique, il y a eu une part importante, une participation importante de l'homme noir, mais que ces faits-là ont été occultés volontairement, justement, parce que aujourd'hui nous vivons encore dans une société où le noir n'est pas censé avoir montré la voie à qui que ce soit. Et quand le noir a participé d'une quelconque manière, on essaye d'étouffer cela. Et je trouve ça aberrant aujourd'hui que nos enfants continuent à apprendre une histoire qui est tronquée, une histoire qui est falsifiée. Et j'ai voulu, donc à travers notamment la présence d'une lignée africaine, noire, dans les monarchies occidentales, mais également la participation de l'homme noir dans certains pans de l'histoire européenne, j'ai voulu mettre le doigt justement sur cette problématique de la falsification historique et du négationnisme noir, donc du fait de renier carrément ce que le noir aurait pu apporter à l'histoire européenne. J'ai eu de tout. Hein. Je peux même vous dire que la première personne qui a acheté mon livre, et j'oublierai jamais cette personne, ça a été en tout cas le premier achat a été fait de main à main. C'est quelqu'un qui est carrément venu chez moi parce que dès que j'ai annoncé la sortie du livre, elle voulait absolument l'avoir, et comme la personne habitait Bruxelles, et c'était une femme arabe voilée qui est venue chez moi pour chercher mon livre, et j'étais très très surprise de sa visite. En fait, je m'attendais vraiment pas que ça puisse intéresser cette femme-là. Et le livre a été accueilli, on va dire, bien et mal en même temps. Bien par certaines personnes, hein, vraiment, que ce soit africaines, afrodescendants, ou blancs, enfin peu importe, européens, etc. Je ne dirais pas que je peux catégoriser la manière dont ça a été accueilli. Je ne peux pas dire que les Noirs l'ont mieux accueilli que les Blancs, etc. Mais en tout cas, il y a deux tendances. Il y a des personnes qui l'ont bien accueilli dans le sens où ils se rendaient bien compte qu'il y avait des choses qui étaient cachées et que le Noir avait
forcément participer à l'histoire de l'Europe, puisqu'on dit que le noir, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc dans toutes ces migrations, forcément, il y a eu un moment où le noir est arrivé en Europe. Mais d'un autre côté, vous avez toutes ces personnes qui sont venues vers moi me dire ça nous intéresse pas. Pourquoi nous parler du rôle du noir dans l'histoire de l'Europe? Pourquoi nous parler de certains noirs africains, afropéens, comme ils ont tendance parfois à dire, alors qu'ils ont peut-être participé eux aussi à réduire nos frères en esclavage, etc. Chose que je peux très bien comprendre. Venir me dire, par exemple, qu'il est possible qu'il y ait une lignée africaine dans la monarchie française, c'est clair que on est en pleine contradiction avec l'épisode de la traite négrière. Mais comme je le dis toujours, il ne s'agit pas de montrer les choses pour pousser les gens à entrer dans une logique d'intégrationnisme. Donc il ne s'agit pas de dire aux Noirs, écoutez, vous avez participé à l'histoire de l'Europe, vous avez vécu en Europe, donc il faut y rester, vous êtes ici chez vous. Il ne s'agit pas de cela. Donc il s'agit vraiment de montrer que dans l'historiographie classique que nous étudions aujourd'hui, la part du noir qui a été importante a été carrément effacée, a été carrément occultée. En tout cas, mon histoire avec les reines et héroïnes d'Afrique, c'est une histoire vraiment merveilleuse parce que effectivement, je peux dire que chacune d'elles m'a influencée d'une manière ou d'une autre à certaines époques. Donc, quand on me demande quelle est ton héroïne favorite, ça change tout le temps en fait. C'est vrai que bon, j'en ai deux qui sont mes héroïnes de prédilection. Donc il y a la reine Zinga qui est la première reine que j'ai pu découvrir. Il y a Winnie Mandela pour reprendre une personnalité moderne. Mais vraiment, à différentes étapes de ma vie, il y a des reines bien précises qui m'inspirent. Pour l'instant, c'est Kim Pavita qui m'inspire. Parce qu'une personnalité très très forte et une détermination extraordinaire. Et je pense que à cette période-ci de ma vie, j'ai besoin de cela justement. Et ce qui est bien avec ces reines, ces héroïnes qui ont marqué nos époques, c'est qu'elles ont tellement à nous apporter. Elles ont tellement de messages à nous apporter. Elles ont tellement de leçons à nous apprendre. Et vraiment, si on commence à parler d'elles, je pense que demain on est encore là. Il y a tellement de choses à dire. Il faut tout mettre sur papier. Il faut pas attendre. Il ne faut pas se dire je dois d'abord trouver un éditeur, je dois d'abord trouver. Il faut écrire parce que il est intéressant de voir aussi la manière dont l'âme d'un écrivain peut se développer au fil du temps. Moi, je sais que j'ai fait des études littéraires, donc j'ai toujours su quelque part que je voulais écrire, même si mes parents me disaient que ça n'allait pas me rapporter grand-chose, il fallait que je me tourne vers autre chose. Mais j'ai écrit depuis très jeune. Et ce qui est marrant de voir, c'est ce que l'on a écrit il y a 2 ans, par exemple, peut être vraiment à l'opposé de ce qu'on peut écrire aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire germer ses idées et sa personnalité. Donc il ne faut jamais attendre de trouver un éditeur pour écrire. Il faut écrire. Il faut écrire et conserver plusieurs manuscrits, vraiment ne pas se limiter à cela. Et un jour, il y a toujours quelque chose qui fait que le déblocage se fait. Ouh là là, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses prévues, notamment par rapport à Reines et héroïnes d'Afrique, parce qu'il est vrai que beaucoup de gens ont pensé qu'étant donné que je me suis tournée vers l'écriture et que j'ai publié un ouvrage, que j'avais délaissé Reines et héroïnes d'Afrique, où j'avais mis ça de côté. Pas du tout, c'est quelque chose que je ne lâcherai jamais. Donc beaucoup d'actualités concernant Reines et héroïnes d'Afrique, notamment l'exposition itinérante que l'on compte faire dans plusieurs villes. Parce qu'il est important vraiment que toutes les femmes africaines, afrodescendantes ressentent cette force et cet impact qu'elles peuvent avoir dans les sociétés dans lesquelles elles évoluent, à travers justement l'expérience de toutes ces reines, de toutes ces héroïnes qui ont marqué l'histoire. Et donc on veut vraiment aller de ville en ville, exposer, présenter aux gens, parce que moi j'ai toujours l'image de cette maman. J'ai fait plusieurs expositions déjà, mais la toute première exposition que j'ai faite, c'était vraiment sur un coup de tête. Hein. J'ai été imprimer des images à gauche, à droite. Je me disais, peu importe que ce soit joli ou pas, ce que je voulais, c'était transmettre vraiment le message. Et cette première exposition,
c'était quelque chose de très fort parce qu'il y a une maman qui est entrée dans la salle d'expo et qui est venue vers moi me dire je me sens fière aujourd'hui. Parce qu'il y avait de tout dans cette salle, il y avait des Européens, il y avait des Asiatiques, il y avait de tout. Elle m'a dit aujourd'hui je me sens fière d'être africaine quand je vois toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire et qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment cette fierté-là qu'on a envie de transmettre dans chaque ville qu'on ira, en tout cas en 2017. Ça ne va pas être facile, mais en tout cas toute la volonté y est. Et voilà. Et bon, il y a encore d'autres activités concernant toujours le livre, des conférences. Bon, en tout cas, il y a pas mal d'actualités pour 2017. Un grand merci à vous. Merci.